Quand j'avais 11 ans, je choisissais des actions, mais j'avais tout compris de travers. Je m'intéressais à l'évolution des actions. Je pensais que c'était des choses qui montaient et descendaient, alors je les traçais sur des graphiques. Je lisais des livres sur l'analyse technique. J'ai lu Edward de Magee. Je crois que c'était le classique à l'époque, des centaines et des centaines de pages, et je l'ai lu en entier, encore et encore. Je lisais tout. Et pendant les 8 premières années, je croyais que le plus important, c'était de prédire ce qu'une action allait faire, prédire le marché boursier. Et puis j'ai lu Ben Graham, vous savez, quand j'avais 19 ou 20 ans, et j'ai réalisé que je faisais exactement tout à l'envers. Mais le fait d'avoir ce bagage ne m'a pas fait de mal. Ça a complètement reconfiguré mon esprit quand j'ai lu le livre L'investisseur intelligent. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais acheté d'actions. J'achetais des entreprises qui se trouvaient être cotées en bourse, mais je devenais propriétaire d'une entreprise et je ne me souciais absolument pas de savoir si le cours de l'action allait monter ou descendre le lendemain, la semaine suivante, le mois suivant ou même l'année suivante. Je n'en avais aucune idée. Je ne savais pas ce que le marché allait faire, mais je connaissais les entreprises. Je suis quelqu'un d'intelligent, passionné par ce qu'il fait. J'y ai consacré toute ma vie et je me suis entouré de personnes qui font ressortir le meilleur de moi-même. Et vous n'avez pas besoin d'être un génie pour faire ce que je fais. C'est ça le plus beau dans tout ça. Si j'étais allé en physique ou dans bien d'autres disciplines, j'aurais été un figurant, un oscillant. Mais je suis dans un domaine où il suffit probablement d'avoir un QI de 120, vous voyez ? Mais un QI de 170 ne fait pas mieux que 110. En fait, ça peut faire pire, probablement même. Donc, ce n'est pas une question de cerveau. De quoi a-t-on besoin alors ? Il faut la bonne manière de penser. Vous savez, 90% des gens, c'est un chiffre que je sors de nulle part, mais 90% des gens qui achètent des actions ne pensent pas de la bonne façon. Ils pensent à quelque chose dont ils espèrent que ça montera la semaine prochaine. Ils pensent au marché comme à quelque chose qui doit monter. Et si ça baisse, ils se sentent mal. Moi, je me sens mieux. Et vous devez penser différemment. Moi, je pense à ce que l'entreprise vaudra dans 10 ou 20 ans et j'espère que son cours baissera pendant que je l'achète, car je pourrai en acheter davantage. J'essaye de garder mon esprit compétitif dans un domaine où je peux gagner. Et je sais une chose, quand je veux faire quelque chose, je veux le faire en grand. J'ai mis toute ma fortune dans les actions préférentielles de City Service à 114,75 $. Et depuis ce jour, c'était le 11 mars 1942, je n'ai jamais eu moins de 80% de mon argent investi dans des entreprises américaines. Vous pouvez appeler ça des actions ou des titres, mais moi, je les vois comme des entreprises américaines. J'ai toujours possédé au moins 80% d'une part dans les entreprises américaines. Je ne veux rien posséder d'autre. Je veux posséder une maison et des choses dont ma famille a besoin, bien sûr. Mais avoir 5 maisons, ça ne m'apporte rien. Parce que je serai heureux dans une seule maison. Et tout ce qu'on possède vient avec ses problèmes. Si j'ai 2 maisons, j'ai 2 fois plus de soucis, pas 2 fois plus de bonheur. Qu'est-ce qui vous rend heureux ? Ce qui me rend le plus heureux, c'est ce que je fais, ce que je suis en train de faire. Il y a 2 choses que j'aime à ce sujet. La première, c'est que je sais que je vais gagner avec le temps. Pas que je vais battre tout le monde ou quelque chose comme ça, mais ce jeu est très simple si vous avez bien appris des leçons sur ce que vous êtes en train d'acheter. Je n'achète pas des actions, j'achète. Ce sont des entreprises américaines et j'adore ça. Je suis encore plus heureux quand les actions baissent, parce que je peux en acheter plus avec le même montant. Si j'étais agriculteur, je voudrais que le prix des terres baisse pour pouvoir acheter plus d'hectares. C'est logique. Et je vais vous dire ce que j'aime aussi énormément. J'aime être quelqu'un en qui les gens ont confiance. Je préfère faire ce que je fais avec des partenaires plutôt que seul dans une pièce, même si je gagnerais peut-être plus d'argent de cette façon-là. Imaginons qu'il n'y ait pas de marché boursier. Imaginons que je devais acheter ces entreprises en privé, comme on achète une ferme ou un immeuble. Ce sont des investissements. Donc on se demande, que puis-je faire avec l'argent que j'ai épargné pour qu'il soit en sécurité, que je sois confiant de le récupérer un jour, quelles que soient les circonstances, même si ce n'est pas dans l'immédiat. Mais si j'ai une ferme, cela prendra du temps. Les gens seraient bien mieux, franchement, s'il n'y avait pas de marché boursier quand il s'agit d'acheter des entreprises. Regardez les statistiques. Il y a aujourd'hui une plus grande part de la population américaine qui est riche ou a un revenu élevé qu'à n'importe quelle époque. Regardez les chiffres que la Bank of America vous donne sur le dépôt moyen, regardez la richesse.
Ça ne veut pas dire que tout le monde est riche, mais ça veut dire que, comparativement à toute autre période, les gens ont plus d'argent aujourd'hui. Ils obtiennent des prêts hypothécaires à des taux plus bas qu'on n'en a jamais vus. Donc, s'ils veulent acheter une maison, par exemple, aujourd'hui, vous vivez dans un monde où les 2% les plus pauvres en termes de revenus aux États-Unis, ou les 5% les plus pauvres, et bien sûr le 1% le plus riche, tous vivent mieux que John D. Rockefeller quand j'avais 6 ans. Rockefeller était l'homme le plus riche du monde. Et aujourd'hui, on a de meilleurs soins médicaux, une meilleure éducation, de meilleurs divertissements, de meilleurs moyens de transport. Vous pouvez tout faire mieux que lui. C'est ahurissant. Et tout cela, c'est produit de mon vivant. Si vous vouliez regarder un match de football à l'époque, il fallait y aller en personne. Aujourd'hui, je peux rester assis devant un grand écran où l'on me montre les ralentis, où on m'explique ce qui s'est passé, etc. Peut-être que tout le monde n'a pas un aussi grand écran que le mien, mais presque tout le monde a un écran, ou un iPhone, ou un ordinateur, où il y a accès. Quand je suis né, les dentistes n'utilisaient pas de Novocaine. Il y a eu des progrès, c'est évident, et nulle part autant qu'aux États-Unis. Aucun pays n'a accompli ce que notre pays a accompli. Si vous remontez à 3 vies comme la mienne, il y avait moins de 1% de la population mondiale, peut-être même 0,5% vivant ici. Ils ne travaillaient pas plus dur que le reste du monde. Tout le monde avait son lot de travaux pénibles. Ils n'arrivaient pas avec des sacs d'or. Mais ce 0,5% a travaillé le même nombre d'heures, avait les mêmes QI. Ils étaient peut-être un peu plus entreprenants, traversant des océans, etc. Et quelques générations plus tard, ils possédaient plus de 20% de toutes les richesses du monde. Ça, c'est un système qui a fonctionné comme aucun autre. Imaginez que vous soyez à la Convention constitutionnelle en 1789, que vous disiez à un représentant « Je veux vous dire à quoi ce pays va ressembler dans 3 vies. Vos arrière-petits-enfants voleront dans les airs, verront tout ce qui se passe dans le monde, seront divertis, auront accès à la médecine moderne. Tout ce que Thomas Edison a inventé, il en a tiré un peu d'argent, mais aujourd'hui, ça nous appartient à nous tous. » Si vous comparez ce qu'une heure de travail vous apportait il y a 100 ans avec ce qu'elle vous apporte aujourd'hui, pour vous et votre famille, c'est incroyable. Et ça, c'est le capitalisme. Mais avec un arbitre. Et cet arbitre, c'est le gouvernement. On a besoin d'un gouvernement capable de réguler le capitalisme. Et c'est ce qu'il fait. Il le fait de différentes façons, à différentes époques, dans différents domaines. Mais ce sont des droits sur la production future. Et ces droits m'appartiennent. Donc, si je veux acheter 50 super yachts, je peux le faire. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment pour moi ? Cela permet surtout d'acheter plus de choses utiles pour les autres. Ce n'est pas le mal. Le gouvernement fédéral est le patron au final. Il ne doit pas détruire le capitalisme, et le capitalisme ne doit pas détruire le gouvernement. C'est très simple. Et ça évolue en permanence. Depuis 1789, les entreprises existent et elles sont devenues infiniment plus productives pour les gens. Et tout ce qu'elles produisent, elles doivent le donner à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas comme si les 50 personnes les plus riches pouvaient dire « je vais tout manger moi-même ». Elles créent des produits. L'iPhone que j'ai, et je suis probablement la personne la moins douée du monde pour l'utiliser, rend la vie meilleure. Mais cela, c'est grâce à un gouvernement. Jusqu'à présent, on a le meilleur système. On a un système meilleur que celui d'avant, et dans 50 ans, on en aura un encore meilleur. Pourquoi êtes-vous si sûr ? Parce que j'ai vu 91 ans de tout ça. Je n'ai jamais connu une période où je ne croyais pas en ça. Pas chaque aspect, bien sûr. Parfois, on recule sur certaines choses. Mais globalement, c'est incroyable ce qui s'est passé. Pensez-y. Guerre civile, Grande Dépression, pandémie. Oui, il y en aura encore l'année prochaine, et l'année d'après, et encore après. Mais de façon chaotique mais spectaculaire, les affaires progressent, le gouvernement progresse, et surtout, les gens progressent. Je suis heureux de dire aux gens ce que je leur ai toujours dit, même s'ils n'écouteront jamais vraiment. Mais quelques-uns, oui. Le meilleur conseil pour investir à long terme, c'est les fonds indiciels, l'indice S&P 500. Mais évidemment, les organisations veulent grandir. Alors elles créent des indices sectoriels, par pays, etc. Mais dès que vous faites ça, vous violez le principe fondamental de Jack Bogle. Il disait « Vous ne savez pas assez pour choisir les bonnes entreprises », ce qui veut dire que vous ne savez pas non plus choisir les bons pays.